et donc oui, ça c'est, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un peu de sable du Sahara qui est tombé il y a quelques temps, et j'ai bien aimé parce que ça donnait l'impression que les voitures étaient à l'arrêt depuis des siècles, alors qu'en fait c'était juste en une nuit que c'était tombé. Donc, tout d'abord, je me présente, Laurent Fouillet. Qui suis-je? Je vais vous expliquer ce que j'ai pu faire. Alors, j'ai commis beaucoup d'erreurs, comme tout le monde. J'ai aussi gratté un peu de fioul vomi par l'Erika près de chez moi à Fort-Bloqué. Ça, c'était il y a quelques années maintenant, mais je pense que c'est un moment important pour moi. Et par la suite, donc, j'ai refusé de conduire et aussi de boire. Bon, ça, c'est autre chose. Du coup, je peux me prétendre être sobre depuis 99. J'ai vu qu'en ce moment, la sobriété, c'est quelque chose qui revient en avant. Je le revendique. Ensuite, j'ai rédigé une thèse de sociologie, donc, comme le disait Morgane, sur l'attachement à l'automobile et dans laquelle j'essaye de comprendre comment on pourrait faire pour s'en détacher. Donc, visiblement, je n'ai pas réussi, puisqu'on en est toujours là. Donc, ça, c'était en 2010. On est en 2022. Il y a encore du travail. Donc, entre-temps, j'ai travaillé dans une agence d'urbanisme à Orléans pendant une dizaine d'années, à essayer de réduire le trafic automobile. Et là encore, j'ai échoué. Régulièrement, j'interpelle en fait sur des mobilités et comment on peut faire pour sortir de l'automobile. Et une des pistes, c'est peut-être de prendre les automobilistes pour des adultes responsables, ce que je vais essayer d'expliquer après. Et aujourd'hui, mon projet, c'est de devenir démobiliste. Et pareil, j'essaierai de vous expliquer ce que c'est que cette démarche. Donc, tout d'abord, point de départ, Morgane me contacte à propos d'un article dans The Conversation dans lequel je m'offusquais un petit peu euh, d'une réforme entrée en vigueur le 1er mars et qui fait que désormais, dans les publicités pour les voitures, il y a une petite mention qui vient vous dire que ce serait bien que vous vous déplaciez autrement. Donc, on peut le voir comme un progrès, mais j'étais un peu agacé dans le sens où la mention doit apparaître sur 7% de l'écran et que donc, en même temps qu'on vous vend une voiture, on vous dit que ce serait bien que vous ne l'utilisiez pas trop. Donc, à 93%, achète une voiture et à 7%, l'utilise pas trop. Euh, et clairement, pour moi, c'est le titre que j'y mets là. Ça revient à dire il est déviant d'être normal, auquel je préférerais répondre qu'il est normal d'être déviant. L'idée étant que si on nous dit la loi interdit tout respect de la loi, on se retrouve dans une situation bloquée, ce qui est un peu notre situation, puisque les gens, pour certains, sont peut-être accros à la voiture, comme on peut l'entendre souvent, mais c'est surtout une métaphore et en réalité, la drogue, enfin la voiture n'est pas une drogue, c'est pour beaucoup de gens un moyen de transport. Donc, on est à la fois en droit de se déplacer en voiture, mais on est assez souvent aussi en devoir de le faire. Par ailleurs, l'espace a été largement aménagé pour qu'on se déplace ainsi. Et donc, à l'arrivée, quand on retire la voiture, ça revient à dire accroche-toi au pinceau, je retire les chaînes. Je ne sais pas si l'expression vous parle, mais c'est un peu cette idée qu'on vous place dans une situation, puis ensuite on vous enlève l'escalier qui vous a permis d'arriver en haut. D'ailleurs, le président Macron, très lucide dans une interview au Grand Continent, avait cette expression de dire on leur a dit d'acheter un pavillon, ils ont acheté un pavillon, on leur a dit d'acheter une voiture, ils en ont acheté deux, et à la fin, on vient leur dire alors c'était quoi son expression? Vous êtes des gros pollueurs de la mort. C'est lui qui le dit, entre guillemets. Et donc, c'est pas correct. Et c'est pas correct de le dire après, et c'est encore moins correct de le dire en même temps. Et c'est le en même temps qui rend schizophrène, c'est-à-dire que si on vous donne deux informations contradictoires en même temps, bah, c'est comme ça qu'on élève des enfants qui deviennent schizophrènes, parce qu'ils n'ont plus de repères, le bien, le mal, les deux en même temps, bah, on ne comprend plus rien. Donc, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans cet article, que je vous invite à lire si vous avez un peu de temps. Mais donc, pour moi, la proposition, bah, c'est arrêter de prendre les gens pour des enfants, de les infantiliser, arrêter de les prendre pour des drogués et les considérer comme ce qu'ils sont, à savoir des adultes. Et donc, pour faire ça, bah, c'est à nous d'inventer la vie qui va sans. Là, je reprends je détourne un slogan pour vendre des voitures, c'était des Twingo, je crois. Et donc, à nous de vivre comme si nous étions déjà libres. Alors, attention, certaines scènes peuvent choquer. Euh, Tout d'abord, bah, si on veut choquer, là, j'ai détourné en fait ce qui était l'ordre de mobilisation générale de 1939.
Et à ma connaissance, on n'a jamais démobilisé. En fait, après la Première Guerre mondiale, il y a eu un ministère de la démobilisation. On a essayé de réintégrer les soldats qui revenaient du front. Mais suite à l'ordre de mobilisation générale de 1939, il n'y a jamais eu cette démobilisation. Donc, je propose qu'on le lance. Alors là, j'ai pris une date à peu près proche. Donc, on va dire que c'est samedi 3 septembre 2022 à 0h. Ou alors, on pourrait faire ça samedi prochain, comme vous voulez. Et donc, on réquisitionne tous les véhicules et on arrête. Ce serait très infantilisant, mais finalement, c'est peut-être ce qui nous pend au nez. Et l'actualité, il ne faut jamais en rire, mais souvent, moi, il y a des choses dans l'actualité qui me font sourire parce que je me dis, on en est là, nouvelle étape. Bref, je poursuis. Donc, si on s'autorise à considérer que les gens sont des adultes, on réunit autour d'une table, on se dit comment on fait pour sortir du système automobile. Déjà, collectivisons-le. Alors, collectiviser, c'est un gros mot. Je suis sociologue, je peux l'employer. Et à savoir qu'on le fait déjà. Donc, on est ici pour parler de covoiturage. Le covoiturage, c'est quoi? Sinon, rendre commun un trajet privé personnel. Mais il y a aussi l'autopartage, il y a aussi les taxis collectifs et finalement le transport à la demande, qui est une sorte d'hybride entre le taxi et le transport en commun. Le problème de tout ça, c'est que partager dans un système plutôt individualiste qui ne prévoit pas vraiment le partage, on met en concurrence et on ne se permet pas finalement de réussir. Et je prends l'exemple d'Autolib, qui, l'idée étant très bien, ne peut pas fonctionner dans un monde dans lequel toutes les autres autos ne sont pas libres, et donc concurrencées par des gens qui possèdent déjà une ou deux voitures. Un tel système ne pouvait pas fonctionner longtemps, sauf à perdre beaucoup d'argent. Et donc, moi, ma proposition, c'est de dire on inverse les choses, on prend l'exception, Autolib, l'autopartage, le covoiturage, qui sont des phénomènes émergents, mais qui restent marginaux. Et au lieu d'en faire des exceptions, on envisage d'en faire la règle. Donc, ça revient à dire si on allait de l'autre côté et qu'on faisait le contraire. Alors là, c'est un panneau qui est tout près de chez moi, il est assez génial. Donc la circulation a été coupée parce qu'un bâtiment s'effondrait. Donc là, toujours pareil, l'actualité n'est pas heureuse. Mais finalement, du jour au lendemain, on se rend compte qu'on peut changer le plan de circulation et on pose un panneau. Et là, ce qui est rigolo, c'est que l'agent a mis inversement du sens de circulation et que quelqu'un a mis corrigé en disant non, inversion. On change le sens. Bref, je plaisante un peu, mais au fond, tout ça est très sérieux. Donc, si on s'ouvre un peu, qu'on enlève les œillères, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire plein de choses. On peut se dire qu'une zone piétonne, c'est bien dans le centre-ville. Finalement, la ville entière pourrait être piétonne. C'est possible. Ça l'a été. Dans notre pays, en gros, jusqu'à 1930, il n'y avait quasiment aucune voiture dans les rues. On pourrait aussi se dire, et si la propriété d'un véhicule était réservée seulement à des personnes morales et non pas vous et moi, mais seulement finalement des entreprises qui auraient une raison sociale spécifique. Donc, vous possédez une voiture, vous êtes livreur, vous êtes taxi, vous êtes un service particulier qui a besoin d'une voiture. Petite anecdote, il y a 20 ans de ça, j'ai été hébergé au Maroc chez le chauffeur du gouverneur de la province d'Azilal. Donc, ça ne vous parle pas, c'est dans les montagnes, dans l'Atlas. Lui-même était chauffeur, mais il ne possédait pas de voiture. En fait, il allait à pied chez le gouverneur, et puis là, il récupérait la voiture du gouverneur, et puis il conduisait un peu partout. Ça existe, ça a existé, et ça peut encore exister. Puis l'autre solution, l'autre solution où ça peut se combiner avec la proposition précédente, si on considère que toutes les voitures sont autopartagées ou communalisées, donc on imagine une flotte de véhicules propriété d'un opérateur unique qui est l'organisateur des transports, on a beaucoup moins besoin de voitures et de places pour les garer. Et donc à ce moment-là, en fait, il n'y a plus besoin de pistes cyclables. La ville entière est marchable et cyclable. Et là, je vous ai mis une petite illustration puisque j'aimais bien le jeu de mots. Donc c'est la petite Citroën Ami. Et donc l'ami de mon ami est mon ami. Et donc, on peut imaginer que partout dans les rues, les voitures qui sont garées, elles sont à tout le monde. Et donc, vous arrivez, il y a une voiture libre, vous la prenez, hop. Plus besoin de posséder chacun la sienne. Donc là, je suis peut-être allé un cran un peu loin, mais tout ça pour rappeler que beaucoup de choses sont possibles, en fait. Et que finalement, ce ne sont que des conventions qui font qu'aujourd'hui, on estime normal que chacun en possède une et que chaque trajet, tous les jours, se fasse en voiture. Alors, je suis un peu gêné
parce que je vois les photos de tout le monde sur la droite. Voilà. Donc, qu'est-ce que pourrait être une politique des mobilités pour des adultes? Bah, déjà, on pourrait définir ensemble ce qui doit et peut être mobile et comment. Donc, ça, la notion d'essentiel qui doit parler à tout le monde désormais. Bah, voilà, on pourrait dresser la liste des déplacements qui sont nécessaires et en tout cas qui sont motorisables et donc pour lesquels on autorise l'usage d'un véhicule motorisé. Ensuite, on pourrait faire confiance, considérer que chaque citoyen est capable de gouverner sa mobilité et qu'on n'a pas besoin forcément d'un policier derrière chacun ou d'un matraquage ou d'un conditionnement publicitaire quelconque, que chacun prend des décisions raisonnables. Et puis, prendre au sérieux toutes les propositions sur la table. Et donc, tous ceux qui militent pour le covoiturage depuis des années, on leur dit oui, oui, le covoiturage, c'est très bien, mais ce n'est pas possible pour les gens qui ont des horaires décalés. En gros, c'est bien pour les ados qui partent en vacances et ça remplace l'autostop. Et donc, finalement, on se retrouve avec une marge de progression de l'autopartage qui reste minoritaire. Et non, si on prend en sérieux toutes ces propositions, on peut bâtir un système de mobilité dans lequel elles ont toute leur place. Et c'est là que je reviens à l'histoire de la publicité au départ, c'est que culpabiliser et taxer ceux qui abusent, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est possible, mais en fait, il faudrait le faire après. Et donc, après quoi? Après déjà avoir aidé, défendu, encouragé tous les autres, ceux qui marchent, ceux qui pédalent, ceux qui prennent les transports en commun, qui font du covoiturage, qui autopartagent. Et ils sont déjà là et ils ne sont pas forcément très nombreux aujourd'hui. Et l'idée, c'est si on veut qu'ils soient plus nombreux, déjà les valoriser. Là, un petit jeu de mots aussi sur le peuple sans voiture. Donc, il y a une marque de voiture qui s'appelle Volkswagen, qui signifie la voiture du peuple. Et donc, on n'a pas besoin d'une voiture du peuple, on a besoin d'un peuple sans voiture. Et j'ai vu qu'il y avait un Allemand qui avait écrit un livre là-dessus, Ein Volk ohne Wagen. Donc, c'est envisageable, en fait. Et donc, c'est ça, si on veut vraiment changer les choses, faut s'appuyer sur ceux qui n'ont pas de voiture et faire en sorte que ce soit désirable de ne pas en avoir, de ne pas l'utiliser. Et puis, donc, on pourrait imaginer que la part de ceux qui n'ont pas de voiture augmente et que ce ne soit plus les exclus de l'automobile, mais que ce soit vraiment des gens qui le revendiquent et auxquels on puisse s'identifier et même des enfants puissent se dire moi, quand je serai grand, je n'ai pas envie d'avoir de voiture. Voilà, voilà. Et je pense que ce travail-là, il va falloir le faire. Ce ne sera pas un décret qui viendra de tout en haut, mais qu'il va falloir le faire petit à petit, ville par ville, rue par rue, quartier par quartier. Et donc, c'est ça que je me propose de faire. Puisque pour engager le changement, il faut un plan. J'en propose deux. Le premier, c'est de concevoir à l'échelle d'une ville ce que pourrait être le territoire une fois qu'il n'y aura plus de voitures dedans. Alors, quand je dis qu'il n'y aura plus de voitures, diviser par 10 le nombre des voitures en circulation me semble un objectif atteignable. Donc voilà, c'est imaginer où est-ce qu'on pourrait conserver des voitures, parce que l'idée, ce n'est pas non plus de les éliminer, mais décimer le parc automobile, déjà, serait pas mal, divisé par 10. Et avec l'idée que c'est une proposition, que c'est un monde souhaitable et que ce n'est donc pas une catastrophe ou un block-out, comme on l'imagine quand on se dit il n'y aura plus d'essence à la pompe et qu'on voit les gens se ruer sur les stations-service. On est un peu dans le cauchemar. L'idée, ce serait plutôt d'avoir un rêve d'une ville sans voiture. Et puis l'autre proposition, ça y est, j'arrive au bout, c'est ça? Alors, ce n'est pas moi qui parle, mais effectivement, il est 9h15. Ok, j'accélère, même si c'est pas bien de rouler vite. Donc l'autre option, c'est de partir d'en bas, et donc c'est ce que je vous disais avant, en fait, c'est de partir des gens volontaires, et donc de transformer des quartiers qui aujourd'hui ont des voitures en quartiers sans voiture. On a réussi à faire rentrer les voitures dans la ville. Techniquement, c'était compliqué. Politiquement et socialement, ce n'était pas simple non plus. Les faire sortir, à mon avis, politiquement, ça va être compliqué, mais par contre, techniquement, c'est une simple formalité, c'est très simple, elles sont rentrées, elles peuvent sortir. Il n'y a pas de problème d'aménagement, en fait. Et donc, c'est une solution peu coûteuse. Et pour rappel, les villes, elles ont des milliers d'années avant, et donc elles fonctionnaient très bien sans voiture, elles fonctionnera très bien sans. Bonjour.
Et ben moi, j'en termine là. J'ai pris mon quart d'heure. Je suis à votre disposition pour en discuter. Donc, je suis en train de lancer un peu mon activité de démobiliste. J'essaye d'expliquer ça dans un blog et puis aussi de proposer mes services à des collectivités ou des territoires ou des personnes qui seraient intéressées par la chose. Je vous remercie. Merci Laurent. Alors, pour cette présentation. Merci pour la présentation, Monsieur Fouillet. C'était très intéressant. En fait, je me demandais, votre présentation était très axée monde urbain, et je me demandais quelles sont les solutions pour vous pour le monde rural et périurbain, parce qu'on sait que l'urbanisme a été pensé par rapport à la voiture, et en fait, les solutions que vous préconisez me semblent très axées pour l'urbain et le centre-ville. Alors, merci de votre question. Effectivement, elle est assez évidente. Je pense que ce que je propose commencera dans les villes. Et on le voit aujourd'hui à Paris, même à Orléans, va y avoir le 18 septembre une journée sans voiture. C'est une première cette année. Donc, effectivement, on voit assez bien que là où on pourrait se passer en premier de voiture, c'est là où le vélo s'est développé, s'est redéveloppé en premier, en ville. Mais en fait, moi, je suis convaincu, pour avoir habité dans des petits bleds aussi, notamment à Dole de Bretagne, que ça fonctionnerait très bien dans une petite ville. Notamment parce qu'une petite ville, en fait, on la traverse en 20 minutes à pied. On peut aller d'un bout à l'autre en 20 minutes à pied, ce qui n'est pas le cas d'une grande ville. Donc déjà, je pense que pour les petites communes, pour les déplacements internes aux petites communes rurales, en fait, il n'y a pas de souci. Le problème étant qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui habitent dans ces communes travaillent en fait dans une métropole ou une ville qui se situe à 30 km de chez eux et qui font des allers-retours en voiture tous les jours. Donc là, effectivement, ma solution, on peut se dire, elle ne fonctionne pas trop. En fait, moi, ma solution, c'est que les gens qui travaillent en ville habitent en ville et que les gens qui travaillent à la campagne habitent à la campagne. Donc déjà, si on pouvait se relocaliser près de chez soi, enfin près de là où on travaille, ramener son travail à domicile ou rapprocher son domicile de son travail, c'est la base de la démobilité et c'est une des pistes de solution. Dernière chose, pour les trajets, parce qu'il y aura toujours des trajets pour relier ville et campagne, notamment avec la fonction alimentaire, parce que c'est les campagnes qui fournissent les villes en nourriture, et dans l'autre sens, pour des biens plutôt industriels, où là, les trajets sont dans l'autre sens, on aura toujours besoin de transport. Mais en fait, la solution que je propose, moi, c'est que les véhicules qui circulent soient remplis, donc qu'il y ait toujours des véhicules, des camions, pour ce qui est marchandises. Et puis après, vous avez des bus. Hein. Et là, pareil, je vais vous reprendre l'exemple du Maroc. Moi, je suis allé au Maroc avec mon sac à dos et je pouvais aller partout parce que dans le moindre bled, vous avez une gare routière, vous avez des taxis. Donc, pour moi, la problématique, de premier abord, on peut penser que c'est une solution urbaine à un problème seulement urbain et que les autres se débrouillent. En fait, c'est une solution pour tout le territoire et moi, j'aimerais l'expérimenter, y compris dans le rural, parce que je pense qu'il y a des petites communes qui aujourd'hui sont en perte de vitesse parce qu'il y a des voitures garées partout, alors que le centre-ville est super mignon et qu'il faut juste enlever les voitures pour que ce soit agréable d'y vivre. Alors, je ne sais pas si tu vois le chat, on avait un premier commentaire qui nous disait, donc merci pour la question, et comment faire pour des communes en habitat très dispersé et avec beaucoup de personnes retraitées. Donc, tu as donné la réponse, je ne sais pas si tu veux compléter par rapport à Je cette peux remarque. compléter dans le sens où, pour moi, l'âge est très important. Les enfants ne conduisent pas, donc déjà, c'est les exclus de l'automobile, c'est les enfants. Et on les empêche de se déplacer à pied parce que c'est dangereux, attention, il y a des voitures. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui ne peuvent plus conduire du fait de problèmes de santé ou du vieillissement, la vue qui baisse, etc. Et donc, en fait, pour ces quartiers pavillonnaires, périphériques, vieillissants, de toute manière, on va avoir un problème. Comment ils se déplacent? Ils ne peuvent plus conduire. Donc, pour moi, la solution reste la même à tout âge. Et sûrement, il y a aussi un traitement amont du vieillissement. Si les gens marchent et font du vélo, ils seront peut-être en meilleure santé au moment où ils arrêteront de travailler. Donc, c'est aussi traiter les problèmes de santé en amont. Merci. On a également une remarque sur la question du respect du matériel dans le cadre de l'autopartage, par exemple.
ou des vélos en libre service qui sont régulièrement dégradés? Ah bah alors là-dessus, j'ai pas vraiment de réponse. Effectivement, moi, les autolibres, de ce que j'en ai entendu, étaient plutôt assez dégradés aussi. Donc, on a un problème en France de respect de la chose publique. Alors là, bah, la solution, c'est l'éducation. Mais alors, c'est pas un problème particulier aux mobilités, c'est un problème général. Et, euh, et donc, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que sinon, il n'y aurait pas de transport en commun dans notre pays. Enfin, on le fait quand même. Il y a des bus qui circulent. Donc, cet été, je suis passé à Toulouse et j'ai vu les voitures Cities qui sont en autopartage et sur lesquelles, à chaque fois qu'il y a un impact, il y a un petit autocollant qui est collé. Et la voiture, en fait, elle est recouverte de petits autocollants pour signaler des dégradations. Alors là, par contre, j'aurais une solution, c'est qu'en fait, quand on a une voiture neuve, le moindre petit impact doit être signalé. Et du coup, à chaque fois qu'on prend la voiture, il faut faire, comme quand on loue un véhicule, un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. C'est une lourdeur administrative énorme. Donc, je propose que ces voitures, eh ben, elles soient sales, rayées, et on n'aura plus ce problème. On a aussi donc une question, c'est la dernière pour le moment, sur les actions qu'une entreprise pourrait mettre en place, du coup, selon toi. Alors, moi, ma proposition, c'est de faire des plans de déplacement résidentiels, donc l'équivalent du plan de déplacement d'entreprise, mais en partant du lieu de résidence, du lieu de vie, du quartier. Mais les entreprises, elles doivent mettre en place ces plans de déplacement d'entreprise, donc déjà, elles ont ce travail à faire. Euh, et après, bah, il y a réduire la taille du parking, il y a le choix de la localisation de l'entreprise qui est important parce qu'en fait, il y a aussi souvent des entreprises qui ont une bonne localisation. On peut y aller à pied ou en vélo. Et puis un jour, on dit, ah, bah, on se délocalise finalement, on va aller se mettre dans la zone d'activité à la périphérie. Les gens, ils doivent se mettre à prendre la voiture. Donc, c'est déjà ne pas faire plus de mal que ce qui est. Et puis sinon, bah, moi, j'aime bien parler de 1 kilomètre à pied parce que c'est une très bonne initiative, à mon avis, de relocaliser les salariés quand on est un groupe et qu'on a plusieurs sites, bah, au moins que les gens puissent travailler sur le site le plus proche de chez eux. Enfin, il y a plein de solutions pour les entreprises, mais ce n'est pas mon créneau particulier. On a de nouvelles questions. L'autopartage, c'est fantastique, mais comment faire pour qu'autopartage ne rime pas avec autosolisme? Eh bien, comme on est bien ici pour parler de covoiturage, il suffit de combiner les deux. Et donc, en fait, dans le système dans lequel on est, ça ne fonctionne pas. Il y a tellement peu de gens qu'autopartagent que la probabilité qu'ils autopartagent et covoiturent en même temps, elle est infinitésimale, ça n'arrive jamais. Par contre, dans un système dans lequel toutes les voitures sont autopartagées, il est très probable que quand vous réserviez votre véhicule pour faire un trajet d'une station à une autre, bah, il y a aussi d'autres personnes qui aient ce besoin-là et donc que vous soyez informé quand vous réservez qu'en fait, bah, vous allez covoiturer avec un tel ou tel autre. Voire aussi d'obliger l'autre à partir un peu plus tôt ou vous de partir un peu plus tard pour qu'au lieu qu'il y ait deux voitures qui se déplacent, il n'y en ait qu'une. Ça, c'est des solutions. Et puis, pour moi, ça va aussi avec une tarification au siège, à savoir que si vous prenez le véhicule et que vous êtes tout seul, bah, vous allez payer 5 trajets et que, par conséquent, vous serez très incité à ce qu'il y ait une autre personne qui fasse ce trajet avec vous, voire 2, voire 3. 5, c'est compliqué. Je précise que sur Cities, qui est le système qu'on a d'autopartage qu'on a sur Rennes, au moment où on réserve une voiture, il y a déjà une petite option proposer un trajet en covoiturage qui est disponible. Donc, il y a déjà des incitations à partager non plus que la voiture, mais aussi le trajet qui va avec. Et je pense qu'on a encore le temps pour une voire deux questions, si quelqu'un veut se lancer à l'écrit ou à l'oral. J'ai juste un petit commentaire complémentaire sur cette remarque, mais moi je suis en charge de la plateforme Westco. Il y a déjà des organisations de vie en fait, où le covoiturage et l'autopartage se font un peu spontanément. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de chartes, etc. Mais à l'échelle d'une colocation ou de pavillon, des fois, il y a des dispositifs comme ça qui se mettent en place. Donc, c'est aussi raconter des nouvelles façons d'avoir une voiture et d'habiter, en fait.
pour compléter, rebondir là-dessus, en fait, l'autopartage a été inventé comme ça. C'est des gens qui se sont dit, bon, bah, on a une voiture, le voisin, il a une voiture, on s'en sert presque pas, vends ta voiture, on va utiliser la nôtre ensemble. Et, et en fait, moi, ce que je voudrais faire, bah, c'est ça, mais à l'échelle d'au-dessus, c'est-à-dire de prendre toute une résidence ou tout un quartier où on recense les voitures de chacun et on se dit, voilà, toi, en fait, tu travailles de nuit, moi, je travaille de jour. Déjà, comment se fait-il qu'on ait deux voitures et que derrière ça, bah, on puisse voir les gains de maintenance du véhicule, d'assurance, et puis les gains aussi sur l'espace public, la place que ça prend dans le stationnement, et que donc collectivement, on se donne des objectifs de supprimer des voitures, de supprimer des emplacements. Et donc, je pense que ça renforcerait aussi la cohésion du quartier et ce serait un projet commun assez intéressant. Mais merci du complément, hein, parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas forcément en tête comment ont été créés les coopératives d'autopartage. Je vais faire une petite remarque juste par rapport aux véhicules électriques. On vient de découvrir un peu par hasard qu'en fait, quand on achète un véhicule électrique, maintenant, il y a la possibilité pour 8 € par mois d'avoir un véhicule pour les longs trajets. Et ça peut être une façon, c'est quelque chose qui n'est pas connu apparemment. Nous, on l'a découvert un peu par hasard en changeant notre véhicule et qui peut être une bonne option déjà pour apprendre à gérer ces trajets de façon plus optimale. Effectivement, en fait, souvent le problème, alors là, vous parlez de changer de motorisation de véhicule, je ne veux pas trop développer là-dessus, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment une solution, mais la crainte quand on change de modèle, c'est de se dire, il y aura une situation dans laquelle j'ai un vrai besoin critique, urgent, et donc je ne serai plus couvert parce que j'aurai plus ma voiture qui me permet de tout faire, et dans ce cas critique, j'en aurai besoin. Et donc, bah, il faut, tous les dispositifs qui permettent un peu de sécuriser comme ça sont les bienvenus. Euh, et sur le modèle pour moi de l'ambulance, en fait, en cas d'urgence vitale, vous pouvez appeler une ambulance. Bah, il faudrait qu'en cas d'urgence, peut-être pas vitale, mais le niveau d'en dessous, bah, vous ayez. Donc pour moi, c'est le taxi en fait qui fait ça, le niveau 2. Et puis en niveau 3 d'urgence, bah oui, la location d'un véhicule pour partir en week-end. Euh, et que tout ça soit intégré en fait à une offre de mobilité, que vous ne soyez pas à chercher sur différents contrats toutes les solutions qui peuvent vous être utiles. En fait, je disais ça surtout parce qu'on envisage de passer de 2 véhicules à un seul. Et c'est vrai que cette option permet de ne pas avoir peur d'être coincé, justement. Voilà, c'était juste en ce sens-là. Ah, vous avez raison de le dire. Merci d'ailleurs de vos interventions à tous. Oui, alors je me permets parce que du coup on arrive sur la fin du créneau qui nous est imparti. Pour vous remercier pour la présentation Laurent et pour les échanges avec nous tous. Pour information, le prochain Café Visio aura lieu le 6 octobre avec Aurélien Bigot qui doit être parmi nous et qui est donc chercheur sur la transition énergétique des transports et qui donc devrait lui aussi nous parler plutôt sobriété. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une très bonne journée.